La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, à la une des journaux, évidemment, ce matin, la démission d'Elisabeth Borne. Eh oui, la politique est décidément un monde impitoyable. Témoin ses manchettes, sans fleurs ni couronne. Borne, c'est fini, titre le Midi Libre. Exit Borne pour la Provence. Elisabeth Borne, remerciée, annonce La Croix, qui trouve quand même, comme beaucoup ce matin, que la décision est assez raide. Parce qu'on a bien compris qu'Emmanuel Macron avait besoin de reprendre la main après la séquence désolante du vote de la loi immigration et la réforme des retraites, écrit Isabelle de Golemin dans son éditorial. Mais ces deux épisodes doivent tout aux décisions du président de la République, la première ministre, n'ayant en l'occurrence fait qu'appliquer loyalement ses directives. D'ailleurs, dans sa lettre de démission qu'elle a rendue publique, Elisabeth Borne fait bien comprendre qu'elle ne part pas de son propre chef, souligne aussi Louis Osalter du Figaro, qui note que l'ex-première ministre a paraphrasé mot pour mot Michel Rocard en son temps. Oui, mais l'analogie s'arrête là, s'énerve Paul Quignot dans Libération. Désolé, mais la comparaison avec Rocard relève de l'usurpation d'héritage, écrit l'éditorialiste dans L'Humanité égale de Santis et Aurélien Souchère, ne versent eux non plus pas de larmes de crocodile. C'est sous son action que la France a vécu l'une des plus grandes attaques antidémocratiques et antisociales de la Ve République, écrivent-ils. Et d'ailleurs en une, l'humanité s'amuse. Macron poursuit sa destruction sans borne, titre le quotidien communiste. Alors, cette démission est-elle de nature à relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Eh bien, l'histoire nous le dira, Dimitri. Mais en tout cas, bon nombre de commentateurs estiment que cette séquence a été gérée en dépit du bon sens. Dans l'opinion, notamment, Nicolas Bétoux rappelle qu'Elisabeth Borne a été alternativement donnée partante, puis restante, qu'elle a dû endurer la comédie d'un calendrier fictif, ainsi que les visites à l'Élysée pour être confortée avant d'être limogée. Des étranges balancements qui relèvent d'une communication peu maîtrisée et qui créent le doute sur le pourquoi du changement. Oui, pourquoi ? Eh bien, il y a une donnée que l'on oublie souvent, rappelle Cécile Cornudet des Échos, c'est la donnée affective. Elisabeth Borne n'a pas fait d'erreur, écrit-elle. Elle n'a pas été prise en défaut de loyauté. Elle s'est assise sur ses conceptions de gauche et elle n'a jamais tenté de faire de l'ombre au président. Et pourtant, travailler avec elle est devenu insupportable à Emmanuel Macron, qui souhaite désormais s'entourer de gens avec qui il a du plaisir. Alors, qui pour remplacer Elisabeth Borne ? Eh bien, les mêmes qui, depuis 10 jours, nous expliquaient que Sébastien Lecornu était le mieux placé, qui hier rectifié en nous révélant qu'en fait, cela allait être Julien de Normandie, nous affirme ce matin que c'est Gabriel Attal qui va être nommé à Matignon dans la matinée. Vous savez quoi ? On va attendre tranquillement que ça tombe, ce qui évitera à tout le monde d'être à nouveau ridicule. Alors, tout autre chose avec cette nouvelle affaire d'emprise. Et qui en rappelle une autre. C'est l'actrice Judith Godrèche qui en a été victime il y a un peu plus de 35 ans. Elle avait alors 14 ans et elle a effectivement entretenu une relation intime avec un réalisateur connu qui, lui, en avait 40. Son nom était, paraît-il, un secret de polichinelle dans le milieu cinématographique. Mais finalement, l'actrice a décidé de le dénoncer nommément. Il s'appelle Benoît Jacot. La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom, a-t-elle posté sur les réseaux sociaux. L'affaire est longuement relatée sur le site du Monde. Dans l'Humanité, aujourd'hui, sollicité par l'AFP, Benoît Jacot n'a pas souhaité réagir. Malheureusement pour lui, il s'en était ouvert sans aucun complexe à Gérard Miller dans un documentaire diffusé en 2011. Écoutez cet extrait, c'est édifiant. Une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi en principe, j'avais pas, et moi 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Et en même temps, dans le landerneau cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi. Voilà, Judith Godrèche avait non pas 15 mais 14 ans et pas sûr que Benoît Jacot, pas sûr pour le coup que cette liaison suscite aujourd'hui beaucoup d'admiration. Gabriel Baznef doit se sentir en tout cas un peu moins seul ce matin. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci à vous, Olivier.